Bien, bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau rendez-vous OptiGestion. Le thème aujourd'hui est l'Europe. Quelle perspective pour l'Europe? Nous accueillons une conférencière de haut niveau, Véronique Riche-Flores. Véronique Riche-Flores est une économiste indépendante. Elle a fondé sa société en 2012, une société de recherche économique. Elle est spécialiste de l'économie mondiale et des marchés de capitaux. Son analyse repose sur une double approche, à la fois conjoncturelle et structurelle, adaptée à des sociétés de gestion d'actifs comme nous et aux grandes entreprises. Jacques de Panis, notre président, c'est l'homme de la macro chez OptiGestion. Il nous délivre ses éditos mensuels et nous donne son sentiment sur les marchés. Il est également gérant OptiGest Europe et il vous dira un mot sur sa gestion dans quelques instants. Je donne tout de suite la parole à Véronique qui va nous faire part de son analyse et de ses recommandations sur l'Europe. Bien, bonjour à tous. Merci à OptiGestion de m'accueillir pour aborder ce sujet sur l'Europe. Vaste sujet. Assez complexe, dans un environnement mondial également assez complexe. Alors, commençons par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, elles sont d'abord d'ordre sanitaire, puisque la situation va incontestablement mieux aujourd'hui et que tout laisse penser qu'effectivement, nous sommes sur la bonne route et que les contraintes qui s'imposent à nos économies, à notre fonctionnement, devraient refluer et continuer de refluer graduellement. Donc ça, c'est le premier satisfecit. Et c'est pas le seul, il y en a un certain nombre d'autres également. De l'autre côté, on a un contexte politique en Europe qui semble ouvrir peut-être quelques portes. Les élections en Allemagne, même si la coalition qui va sans doute ressortir de ce vote risque d'être compliquée à trouver et avec sans doute une recherche des plus petits dénominateurs communs qui peut poser question quant au risque d'immobilisme. Il semble que la possibilité que l'Allemagne s'ouvre un peu plus à l'Europe est acquise et qu'on ait une coalition qui donne un petit peu, qui soit un peu plus pro-européenne, un peu plus relâchée au niveau des impératifs budgétaires et environnementaux. Donc quelque chose là qui ouvre la voie à un environnement politique un peu plus encourageant, sachant que la France va prendre la présidence de l'Europe à partir du mois de janvier et que nous avons là aussi l'espoir que cette présidence ouvre des voies vers plus de convergence, plus d'efficacité au niveau européen. Les perspectives sur l'Europe sont encore très incertaines. Elles sont très incertaines parce que nous vivons dans un monde qui également est très incertain, soumis à beaucoup d'interrogations. Alors, les premières interrogations, elles peuvent être d'ordre géopolitique, puisqu'on voit bien qu'à ce niveau-là, au niveau mondial, le conflit sino-américain, les problématiques en Afghanistan, enfin l'incertitude autour de ce qui pourrait suivre les développements récents, les difficultés de communication entre de nombreux pays, tout ceci dresse un panorama géopolitique qui effectivement n'est pas sans implication. Et quand on travaille sur l'économie, même au niveau de la conjoncture, à horizon des 12 ou 18 prochains mois, il y a là une petite dimension qui est quelque part dans le scénario et pas forcément la plus porteuse, en tout cas qui mérite la prudence. Mais les principales interrogations, elles ne sont pas là. Et sur le plan économique, elles sont d'abord, je dirais, par ordre hiérarchique sur la capacité du président américain à avancer sur son plan de relance. Vous savez que Joe Biden a été élu avec un programme démocrate extrêmement ambitieux, peut-être trop ambitieux, et il n'en reste pas moins que ce programme-là a constitué l'espoir effectivement d'un assainissement de la situation américaine de manière structurelle. On a vu que les marchés, notamment, ont largement répondu très favorablement à ces promesses. Depuis, eh bien, le président américain bataille, il a une majorité extrêmement étroite pour le moins, et toute l'interrogation étant, est-ce que finalement les États-Unis vont pouvoir mettre sur pied un programme de relance digne de ce nom, pas forcément aussi ambitieux que ce qu'il y avait dans le programme des démocrates, mais suffisant pour
tirer l'investissement américain, reconstruire les bases d'une productivité, de gains de productivité plus solide, de manière à retrouver les éléments nécessaires pour envisager l'amorce d'un cycle de croissance, tout simplement, plus porteur pour les États-Unis et pour le reste du monde. C'est un passage obligé qui, ces dernières semaines, semble de plus en plus compromis, parce que le président américain a perdu en crédibilité, incontestablement, et que l'échéance des élections de mi-mandat au mois de novembre l'an prochain se rapproche, ce qui ne facilite pas effectivement les négociations. On voit bien que les républicains n'ont pas l'intention de dérouler un tapis rouge et qu'ils compliqueront sans doute encore la tâche aux démocrates. À cela s'ajoutent bien évidemment les inquiétudes sur les négociations du plafond d'endettement de l'État, qui est un sujet plus brûlant à plus court terme. Donc finalement, beaucoup d'interrogations avec, on le voit bien, des résultats économiques qui, aux États-Unis, sont clairement pas à la hauteur des attentes. Alors il y a toujours un variant Covid qui vient expliquer une partie des déceptions, mais ce qu'on constate surtout, c'est que quand il n'y a pas un chèque ou une perfusion additionnelle, eh bien la demande domestique rame, et qu'il ne se passe pas grand-chose et que les déceptions reviennent très rapidement. Alors ceci est naturellement important, c'est d'autant plus important que si on regarde dans le monde émergent, la situation est quand même très, très lourde, avec encore des stigmates de la crise sanitaire qui sont très présents et une économie chinoise qui pose beaucoup de questions. La Chine a beaucoup de mal à rebondir en matière industrielle. Alors il y a bien évidemment là aussi pas mal de raisons et d'explications qu'on estime être temporaires, notamment les problèmes de pénurie, mais vous avez pu constater que ces pénuries se multiplient et qu'on a de plus en plus de mal à anticiper la sortie du tunnel ou à mettre des dates sur la résolution de ces problèmes. Dans un contexte où les perspectives de demande sont elles-mêmes assez incertaines, quand l'industrie mondiale de l'automobile est freinée parce qu'effectivement on manque de puces et qu'on risque d'en manquer pendant un certain temps, il faut bien avoir en tête que toute la chaîne de production, et on sait que dans l'automobile, même quand on fait l'électrique, les inputs sont nombreux et ont des effets sur la dynamique internationale et domestique d'ailleurs très importants. Tout ceci est pas tout à fait rouillé, mais on sent qu'il y a beaucoup de sable dans les rouages et dresse un panorama finalement d'économie mondiale qui, on le comprend bien, ne sera pas suffisant pour impulser une dynamique en Europe ou aider significativement la situation européenne. Alors on revient à l'Europe effectivement qui va devoir compter sur elle-même un peu plus qu'au cours des phases de reprise passées. Et compter sur soi-même, ça veut dire effectivement probablement être capable de mieux gérer le plan de relance déjà existant. On voit que la distribution des fonds par les gouvernements nationaux est très disparate, pas forcément optimale. Et c'est vrai que là, on aimerait voir quelque chose qui soit mieux orchestré au niveau européen pour avoir plus d'impact et plus de levier sur l'investissement privé. Quand on fait des plans de relance, c'est pas pour alimenter par de l'investissement public ad vitam aeternam, c'est pour entraîner le secteur privé. Et pour ça, effectivement, il vaut mieux cibler les secteurs les plus importants. Manifestement, ce plan de relance n'est pas suffisant. Il va falloir aller au-delà. Est-ce que les Européens seront capables d'aller au-delà ? Première question. Dans quel domaine exactement ? Et est-ce que la politique environnementale qui devrait être confirmée comme étant centrale dans ce dispositif de relance sera effectivement à la hauteur des enjeux. Donc toutes ces questions-là sont importantes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous donner un peu plus de lecture potentiellement sur les tendances à plus long terme. Or aujourd'hui, on sait que les agents économiques sont, vous et moi, un peu perdus, qu'on a des problématiques inédites, que ce soit en termes démographiques, en termes sanitaires ou environnementaux, que face à ces problématiques, la réglementation se met en place, elle ne va pas toujours dans le sens attendu, et tant qu'on n'a pas une meilleure visibilité, eh bien finalement la conséquence de tout ça, c'est que l'investissement est très frileux.
Or, il nous faut absolument une reprise plus porteuse en matière d'investissement pour aboutir finalement à un environnement de croissance auto-alimentée qui distribue davantage et de manière plus équilibrée les revenus, qui crée de l'emploi et qui assure effectivement un avenir un peu plus serein, notamment en Europe où on sait les contradictions ou les difficultés et les écarts entre les différents pays de la région sont souvent des freins ou des problématiques difficiles à résoudre. Donc voilà où nous en sommes. Alors, malgré ces commentaires et ces interrogations, finalement, il y a une particularité qui vaut pour l'Europe comme pour le reste de la plupart des pays de l'économie mondiale. C'est que eh bien, nous avons des perspectives de croissance qui restent très favorables. Le chiffrage de la croissance pour cette année comme pour l'année prochaine est encore très élevé. Vous avez vu que les économistes, que ce soit l'OCDE, le FMI, mais même nous, estimons une croissance aux alentours de 4,5% pour cette année en zone euro, en moyenne, avec une France probablement autour de 6%. Et l'année prochaine, encore des chiffres, un chiffrage très encourageant qui fait dire, mais finalement, on a une reprise tout à fait exceptionnelle. C'est pas le cas. Et c'est un piège pour les économistes parce qu'effectivement, si on se limite à brandir nos chiffres de chiffrage de la croissance, on a toutes les chances de délivrer un message qui est très loin de la réalité du terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce que les statistiques, la croissance a été très chahutée, qu'à la fin de l'année dernière, on a eu un rattrapage, souvenez-vous, en France, une croissance de 18% au troisième trimestre. Ce mouvement a été à peu près mondial, avec quelques écarts de quelques mois selon les pays, et que sur cette base, effectivement, arrive l'année 2021 sur sa lancée avec le résultat statistique qui est que on a quasiment besoin de rien faire en 2021 pour afficher une croissance en moyenne très élevée, puisque qui est liée à ce qu'on a fait l'an dernier. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que si on se contente de dire 6% de croissance en France pour cette année, on est très optimiste. Si on dit 6%, mais on en a déjà fait la moitié à la fin de l'année dernière, c'est pas du tout le même message. Et ça prépare pas non plus les esprits, en particulier sur les marchés financiers ou des investisseurs, au flux de nouvelles à venir. Et pour vous donner une illustration, au-delà du cas européen, au niveau mondial, on peut estimer qu'on a déjà l'assurance que la croissance de cette année sera au moins de 4,9%. Ce qui est considérable. Et ça, c'est si on ne fait plus rien entre aujourd'hui et la fin de l'année, d'ailleurs, entre le début de l'été et la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'on a à la fois des chiffres très élevés, très encourageants, et puis un flux de nouvelles qui, lui, est très faible. Et toute la question étant de savoir à partir de quand le flux de nouvelles va prendre le pas sur le chiffrage moyen de la croissance. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui alimente les doutes des marchés aujourd'hui, effectivement. On a débuté l'année tambour battant avec des perspectives de croissance extrêmement favorables, des effets de base, ces fameuses comparaisons d'une année sur l'autre, qui étaient également très favorables, puisqu'on comparait essentiellement donc, des chiffres à la première moitié de l'année 2020 qui étaient désastreuses à l'échelle mondiale. Ça a apporté la confiance, ça a apporté également les progressions des résultats spectaculaires, un petit peu partout. Aujourd'hui, la base de comparaison n'est plus du tout la même, puisque l'année dernière, on avait déjà rattrapé une partie du terrain perdu. Et on voit que ce qui vient en plus pour alimenter un cycle de reprise, eh bien finalement est réduit à la portion congrue. Et c'est toute l'interrogation. Est-ce qu'on a derrière ces signes un peu inquiétants depuis le début de l'été au niveau de l'économie mondiale, quelque chose qui doit nous forcer à revoir la copie des perspectives de plus long terme, ou est-ce que c'est du bruit, parce que nous vivons dans un environnement encore extrêmement incertain et pénalisé. Alors, ma lecture, c'est que on a quand même beaucoup d'éléments qui risquent de pousser le consensus à revoir les perspectives un peu plus structurelles à la baisse. A contrario, nous avons encore des politiques monétaires très accommodantes, des niveaux de taux d'intérêt très bas, en dépit d'une inflation qui risque de conduire à un certain nombre de changements à ce niveau-là, et donc des marges de manœuvre budgétaires
qui probablement vont encore être utilisés. Je pense que si l'issue des débats budgétaires aux États-Unis risque d'être très compliquée, on devrait quand même arriver à un accord à ce niveau-là. De la même manière, je l'ai mentionné tout à l'heure, sur l'Europe, on escompte bien que les gouvernements arrivent à se mettre d'accord pour renforcer le plan de relance et redonner un petit peu de soutien un peu plus structurel, plus fondamental aux situations économiques. Donc voilà, un environnement encore instable, plutôt préoccupant à court terme, d'autant que l'envolée des prix du pétrole et des matières premières vient fragiliser les perspectives de consommation. C'est un point à surveiller de très près, me semble-t-il, pour les prochains mois. Mais précisément parce qu'on aura sans doute des déceptions un petit peu marquées, il me semble que les prix du pétrole et la spéculation qu'on a vue sur les matières premières devraient plutôt s'apaiser, ce qui redonnera un petit peu de souffle également à l'économie mondiale et donc européenne. Voilà pour les points essentiels et je pense que vous aurez des questions à me poser et je serai ravie d'y répondre pour vous donner un complément de lecture et d'information sur la situation en Europe. Merci à vous. Véronique, merci pour ces éléments de réponse particulièrement riches. Maintenant, une question. Les banques centrales sont dans une situation difficile. D'un côté, elles sont bien conscientes que les économies peuvent s'essouffler derrière les chiffres apparents qui sont un peu trompeurs. Il faut donc maintenir les stimuli et qui vont notamment favoriser les perspectives futures et donc les investissements. D'un autre côté, il y a ce risque inflationniste que l'on a qualifié de très passager au début, mais qui s'avère de plus en plus prolongé et qui s'avère de plus en plus profond d'une certaine façon, car il pourrait finir par impacter aussi les salaires. Quelle est la véritable situation des banques centrales, notamment de la BCE, et notamment que peut-on espérer sur les taux d'intérêt ou craindre? Alors, la première chose à dire, c'est que la position des banques centrales n'est pas confortable et qu'on préfère la nôtre à bien des égards que la leur. Les banques centrales ont fait beaucoup face à la crise sanitaire, elles ont injecté beaucoup de liquidités. À un moment donné, bien évidemment, il faut arrêter d'injecter ces liquidités. D'ailleurs, on peut considérer que ces liquidités sont en partie responsables de la flambée des prix des matières premières, d'une certaine spéculation, peut-être également de certaines exagérations des marchés immobiliers à l'échelle mondiale. Donc on voit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors on peut d'autant moins continuer comme ça que l'inflation donne des signes de réveil et que ceux-ci ont été assez violents, hein, puisqu'on est aujourd'hui aux États-Unis avec une inflation de plus de 5%, en Europe à plus de 3%, et que normalement les banques centrales ont un objectif peu ou prou de 2%, même si on a pris un peu de flexibilité par rapport à ces objectifs. Alors, on a mentionné les fragilités de l'économie, les points d'interrogation, l'incertitude. Je pense que les banques centrales, si elles doivent effectivement commencer à penser à réduire les soutiens qu'elles apportent aux économies, ne peuvent pas aller bille en tête et réduire les choses de manière brutale. Elles marchent sur des œufs et sont tout à fait conscientes, me semble-t-il, effectivement, des fragilités de l'économie mondiale. Elles sont également probablement conscientes, et elles nous en parlent de plus en plus, de manière discrète, mais des risques financiers actuels. Et je pense que l'épisode d'Evergrande en Chine est un rappel également d'un contexte financier qui est peut-être allé un peu loin et qui a peut-être sous-estimé de manière un peu plus générale le degré de risque qui pourrait réapparaître si les taux d'intérêt remontent, ce qui serait la conséquence de politiques monétaires moins favorables. Donc, bon an, mal an, quand on essaye de juguler d'apprécier toutes ces conditions et ces contraintes, ce sont sans doute des politiques très graduellement moins favorables auxquelles il faut s'attendre, qui également permettront sans doute d'accompagner une remontée très graduelle des taux d'intérêt, parce qu'on le sait, nos économies sont de plus en plus sensibles au contexte de taux d'intérêt et qu'il est hors de question aujourd'hui de mener des politiques qui feraient remonter brutalement les taux d'intérêt. Ça fragiliserait l'ensemble du dispositif, ça risquerait de tout annihiler d'ailleurs. Donc, des positions très graduelles,
Sachant que par ailleurs, l'inflation qui a été très vigoureuse a été, vous le savez, tirée à la hausse par des effets de base, le prix du pétrole, le prix de l'énergie par rapport à l'année dernière, et tout ceci va mécaniquement conduire à un ralentissement très sensible de l'inflation dans les prochains mois. Ça ne veut pas dire j'ai pas répondu à la question, mais où va-t-on en matière d'inflation à plus long terme ? Probablement qu'on aura une inflation un peu plus élevée que par le passé, avant la crise. Mais à brève échéance, les taux d'inflation vont s'écraser. On va retourner aux alentours de 2% aux États-Unis à la fin de l'année prochaine. Et donc, ça donnera probablement aux banques centrales, y compris à l'américaine, le loisir d'aller très doucement. C'est encore plus le cas en zone euro, a priori, puisque là, l'inflation, même si on est à plus de 3%, on est quand même très en deçà de la situation américaine et plus proche de l'objectif. Voilà, nous voudrions vous présenter en quelques mots la SICAV Europe, Action Europe, que gère OptiGestion et qui a obtenu de plutôt bons résultats. Durant la forte baisse de 2020, nous allons avoir un éclairage sur la capacité de la gestion à résister à de fortes baisses ponctuelles. Et vous remarquerez qu'entre le plus haut de fin février 2020 et le plus bas de mi-mars 2020, les marchés ont perdu en Europe à peu près 38% et la SICAV a perdu 27%. Ceci pour mettre en évidence la relative bien sûr, résistance en cas de forte baisse des marchés. Ceci nous amène à mettre en évidence la volatilité, c'est-à-dire l'expression du risque qui, pour la SICAV, est toujours significativement en dessous de celle du marché. Une des sociétés spécialisées dans la notation, le suivi et l'appréciation des gestions actions, la société Cantalis, fournit 5 indicateurs de risque. Vous remarquez que la SICAV OptiGest Europe obtient les meilleures notes. Qu'y a-t-il dans OptiGest Europe ? Bon, il y a une quarantaine de valeurs, vous voyez. Donc, c'est environ 2,5%. La position moyenne est à 2,5%. Et qu'est-ce qui caractérise les actions détenues par OptiGest Europe ? Eh bien, principalement, c'est la croissance des bénéfices. C'est-à-dire que la croissance moyenne des bénéfices est de 17%, 16,7% pour être précis, dans les actions détenues par OptiGest Europe. Et dans l'univers d'Alpha Value, c'est la moitié, 8%. Alpha Value est une société indépendante qui fait de l'analyse financière sur 460 sociétés européennes. Et donc, lorsqu'elle fournit son échantillon et qu'elle analyse, eh bien, on s'aperçoit que la croissance des bénéfices est en moyenne de 8%. OptiGest Europe sélectionne en priorité des sociétés à forte croissance. Il est normal que vous voyez un PER, un Price Earning Ratio, n'est-ce pas, qui soit plus élevé que celui du marché. Donc effectivement, en 2022, nous anticipons un Price Earning Ratio qui sera de 21,6 pour OptiGest Europe et de 15,5 pour l'univers Alpha Value. De même, il est aussi normal qu'à partir du moment où l'on a opté pour des fortes croissances de bénéfices, on ait un rendement, c'est-à-dire un dividende qui soit dans l'ensemble plus faible que celui du marché. On est environ à 1,6% contre 3,1% pour l'univers d'Alpha Value. Comment sélectionne-t-on les titres au sein d'OptiGest Europe ? Avec des titres qui sont sélectionnés à partir de thématiques. Quel type de thématiques ? Des thématiques qui, très simplement, peuvent se résumer en une forte croissance du marché et sur ces niches ou sur ces marchés, on choisit les leaders. Alors pourquoi les leaders ? Parce qu'en fait, lorsque vous avez une grosse part de marché dans un marché en croissance, eh bien, vous pouvez, en valeur absolue, réaliser beaucoup plus de recherche et de publicité notamment, et ça vous coûte beaucoup moins cher au contact, puisque vous avez une part de marché beaucoup plus large que vos concurrents. Donc, il est vraisemblable que vous pourrez investir par la suite beaucoup plus et de ce fait améliorer vos marges, le tout au détriment des concurrents. Donc, ce sont des positions qui sont sans cesse renforcées dans le temps et qui permettent de dégager une rentabilité qui ne cesse de progresser.
Nous avons quelques niches, bon, c'est les semi-conducteurs, le luxe, bon, les résidences pour personnes âgées, le marché de l'aide auditive, où nous avons pris les trois leaders européens, qui sont d'ailleurs les 3 leaders mondiaux, quelques SS2I, et puis les bourses, vous savez, Deutsche Börse, la bourse de Londres, et puis notre champion français, italien, hollandais, qui est Euronext. La deuxième moitié est constituée de situations que nous pouvons qualifier d'idéales, c'est-à-dire que c'est du stock picking pur, c'est de la sélection de valeurs sur la base de critères microéconomiques. Alors quels sont ces critères? Eh bien, c'est d'être en position de préférence de leader, ou du moins solide, au minimum challenger. Ensuite, sur un marché qui n'est pas nécessairement en croissance, mais qui est au moins dans une situation stable, qui n'est pas en régression. Et puis ensuite, qui présente une progression des marges. La société présente une progression des marges et du chiffre d'affaires. Enfin, il faut toujours regarder, enfin nous regardons avec beaucoup d'attention les cash flows. Y a-t-il une progression des cash flows ou bien tout est-il réservé aux bénéfices apparents? Avec 4 secteurs, nous avons à aujourd'hui les 3/4 de la SICAV qui sont représentés. Ces 4 secteurs sont les technologies de l'information pour un quart à peu près, les soins de santé pour un deuxième quart, dans lequel on va avoir la santé au sens le plus large. Ensuite, le luxe, qui est là pour 16%. Bon. Et enfin, l'industrie. Voilà, donc ces 4 secteurs-là représentent 75% du fonds. Si on regarde maintenant rapidement la répartition géographique, 51% des titres détenus sont français. Nous avons 18% aux Pays-Bas, 8% en Suisse, 5% en Espagne, au Danemark, et puis ensuite Allemagne, Suède, aux alentours de 3%. 2 paramètres clés en gestion. 1, c'est la performance. 2, c'est la prise de risque. Bon. La prise de risque, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Et la performance, c'est ce qui permet aux porteurs de parts de gagner de l'argent. Eh bien, vous remarquerez que la SICAV Optigest Europe a une volatilité plus faible et une performance plus élevée, à la fois que l'indice MSCI Europe et que les différentes SICAV de la même catégorie Action Europe, catégorie qui est définie par Cantalis. 4 ratios sur 5 nous permettent d'atteindre les meilleurs résultats. En termes de performance, je vous fournis ce petit récapitulatif où nous voyons que sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année, depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, systématiquement, la SICAV a une performance qui a battu à la fois la performance de la catégorie et la performance de son indice de référence. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers Optigestion si on peut vous fournir quelques éléments complémentaires. Nous serons ravis de le faire. Alors Véronique, quelques questions du public. La première, sur le prix des matières premières, le prix des conteneurs, le prix du gaz, le prix du pétrole à la pompe. À votre avis, à partir de quand cela va s'arrêter ? Question bien difficile, effectivement, les prix flambent partout. Alors, il y a 2 explications. La première, elle est plutôt sympathique, c'est celle qu'ont voulu voir les marchés, c'est-à-dire, là, ça reprend tellement fort, la demande est tellement dynamique qu'on a des tensions et que les prix flambent. Plus le temps avance, plus on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué et qu'il y a également pas mal de soucis du côté de l'offre, parce que la maladie gêne la production, parce qu'on a, et vous l'avez dit, un trafic de containers qui est très ralenti, qui n'a pas assez de capacité pour transporter l'énergie, les matières premières, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, tant qu'on ne débarrassera pas les perspectives de cette situation sanitaire, enfin, qu'on n'arrivera pas à passer outre, on risque d'avoir des tensions sur les prix de matières premières. La différence est donc une inflation de plus en plus élevée, qui n'est pas la même chose qu'une inflation qui émane d'une activité plus forte. Si la croissance est plus forte, qu'on a plus d'emplois, qu'on a plus de hausse de salaire, à la limite, on a de l'inflation que les marchés qualifient de scénario
reflationniste et qui est très favorable. Si on a de l'inflation avant d'avoir véritablement retrouvé une situation plus saine pour y faire face, alors c'est un choc de prix qui risque de conduire à une stagflation, c'est-à-dire que on a moins d'activité parce qu'on a des chocs de prix, que les entreprises ont du mal à répercuter sur leurs prix, que les consommateurs ne peuvent pas absorber, et dans ce cas, vous avez une inflation qui prend un chemin complètement divergent de celui de la croissance. C'est la crainte récente des marchés au cours des dernières semaines précisément, et ce qui conditionne aussi beaucoup d'interrogations sur les rotations sectorielles, etc. Autre question, les gouvernements ont réagi vite à cette crise sanitaire en injectant beaucoup de liquidités. À votre avis, cette générosité ne risque-t-elle pas de poser un sérieux problème d'endettement ? Ce qui est certain, effectivement, c'est que nous avons des dettes qui ont littéralement explosé, des dettes publiques d'une part, qui ont, dans la plupart des pays, connu des niveaux records, dans des dettes d'entreprises, puisqu'on a beaucoup financé et aidé les entreprises par des financements très abordables, certes, mais qui sont venus s'ajouter à des niveaux d'endettement déjà élevés, et qu'aujourd'hui, bien évidemment, tant que les banques centrales peuvent imprimer de la monnaie, il n'y a pas de problème, dit-on. Les taux d'intérêt restent bas et tout le monde se finance. Le sujet devient potentiellement plus compliqué. Le jour où on a plus d'inflation et que les banques centrales sont obligées de réduire les injections de liquidités, et on n'est peut-être pas loin de ce jour-là, et il est d'autant plus compliqué si les perspectives de croissance structurelle ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'une économie, c'est comme un individuel. Tant qu'il a des perspectives de revenus, il peut s'endetter. Il ne trouve pas de difficulté à trouver des banques qui le financent, puisqu'on a quasiment la garantie qu'il pourra rembourser ces sommes. Si les perspectives de croissance n'arrivent pas à s'améliorer, alors vont se poser les questions du risque de solvabilité pour les États comme pour les entreprises. Dernière question, et ça on rentre dans les mécanismes plus économiques, mais je pense que tout un chacun a appris cette mécanique du multiplicateur, le fameux multiplicateur keynésien. Quand vous mettez 100 dans l'économie, normalement, quand l'État dépense intelligemment 100 dans l'investissement en économie, il en résulte un effet bénéfique sur l'investissement privé. C'est ce multiplicateur qui permet effectivement de stimuler la croissance. Quel peut être le multiplicateur si nos entreprises sortent de cette crise surendettées comme elles ne l'ont jamais été. Donc ça pose y compris la question de la pertinence et de l'efficacité des politiques publiques. Donc vous voyez que vous ouvrez un dossier là où vous me posez une question qui est particulièrement difficile, sur laquelle il faut être prudent, en tout cas avant d'avancer des réponses. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a à la fois un risque financier, d'où l'importance que les banques centrales soient très prudentes, et des interrogations sur l'efficacité des politiques publiques en matière d'investissement. Face à votre analyse, finalement, quelles seraient vos recommandations pour nos auditeurs en termes d'allocation d'investissement et quel secteur privilégier pour vous ? Je pense que l'environnement de marché aujourd'hui, et d'ailleurs on l'a vu ces dernières semaines, est assez instable, qu'il a de bonnes raisons d'être instable, parce qu'il y a grandes interrogations sur ce qu'a joué le marché depuis l'élection de Joe Biden et depuis la découverte des vaccins au mois de novembre l'année dernière. Le marché a joué le sujet de la reflation, c'est-à-dire d'une reprise rapide de l'investissement, de plus de productivité, de plus d'emplois, de plus d'inflation, mais tout ça très vertueusement. Aujourd'hui, l'inflation est assez incontrôlée parce qu'on voit bien que sur le front des matières premières, on a peu de visibilité, des risques que cette hausse des prix vienne sanctionner le pouvoir d'achat. Et finalement, je mentionnais tout à l'heure cette question autour d'un scénario de stagflation. Et c'est, on le sent bien aujourd'hui, ce que redoutent les marchés. À partir de là, effectivement, les allocations sectorielles et la rotation sectorielle est complètement chahutée, complètement sans dessus-dessous, parce qu'effectivement, soit vous avez quelque chose de très vertueux, soit vous avez un choc de prix, là vous perdez en pouvoir d'achat et vous avez quelque part l'envers du décor. Donc dans ce contexte-là, première recommandation, soyons prudents, n'allons pas chercher le risque ou provoquer le risque parce qu'on manque de visibilité, tout simplement. Ça durera le temps que ça durera.
durera, mais je pense que les 3 prochains mois méritent qu'on prenne un peu de distance par rapport à la prise de risque. Donc, risk-off. Deuxièmement, essayons d'intégrer que les anticipations d'inflation sont élevées, qu'en zone euro, elles semblent rester plutôt en direction haussière, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On espère pouvoir suivre le tassement observé aux États-Unis, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps pour tout un tas de raisons, essentiellement statistiques d'ailleurs. Et dans ce cas, vous avez un environnement qui, pour les valeurs sensibles à la hausse des perspectives d'inflation, devient un peu plus contrariant, tout simplement parce que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins les anticipations d'inflation, eux, ont probablement fini de baisser. Et dans ce cas-là, leur remontée peut effectivement impacter. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, quand on aborde les marchés, c'est qu'on ne peut plus raisonner cyclique versus valeur de croissance, etc., comme on le faisait, on l'a fait pendant des années, et comme on l'a fait depuis le début de l'année, en particulier dans un environnement très positif, mais que c'est véritablement une histoire d'inflation et de stagflation qui est en train de se jouer. Ça veut dire qu'on va éviter les secteurs qui sont exposés à la consommation discrétionnaire, parce que ce sont ceux-là qui vont souffrir du choc de prix. Parce qu'on a un choc de pouvoir d'achat, donc le luxe, la distribution, certaines dépenses de santé également peuvent être impactées, donc prudence à cet égard. Et puis, par contre, vous avez des secteurs qui étaient très dans l'histoire de la reflation, tels les bancaires, qui peuvent être encore des valeurs refuges parce que pour les bancaires, la remontée des taux d'intérêt réels, c'est tout bénef. Et puis les secteurs des matériaux de base, des utilities qui peuvent profiter, au moins pour cette parenthèse, de cet environnement chahuté où on va revoir la rotation sectorielle. Et puis, je dirais, le mieux serait, pour prendre des positions à plus long terme, d'attendre de voir un peu plus clair, probablement en début d'année, avec, on l'espère, un plan de relance effectif aux États-Unis et une meilleure visibilité sur l'ensemble de la situation, également sur le front sanitaire. Eh bien, merci Véronique pour cette intervention très intéressante. Merci Jacques pour cette présentation sur cette SICAV. Riche Flores, ce cabinet d'études indépendant et de recherche économique et OptiGestion bien sûr. Nous sommes à votre disposition. Merci et à très bientôt pour un prochain rendez-vous OptiGestion. Merci.